Une main de fer dans un gant de velours. Karima Brick. Émotionnel ou rationnel. En accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. C'est le moment de la discussion avec notre collègue Nick Payne, analyste politique, qui va revenir sur la démission, en fait, de M. Birju Dattani, qui a démissionné comme président de la Commission canadienne des droits de la personne. Donc, cette saga qui continue. On apprenait que vraiment, disons que sa nomination avait créé une certaine polémique en raison de publications dans le passé sous un pseudonyme, dis-je bien, sur les réseaux sociaux. Donc, on va en parler tout de suite avec Nick et on va revenir aussi sur cette idée de constitution québécoise au Parti libéral du Québec. Salut Nick! Salut Karima! Ben écoute, tu as déjà presque tout dit sur Birju Dattani. Je voulais juste faire le suivi du dossier. Donc, ce président de la Commission canadienne des droits de la personne qui démissionne avant même d'entrer en fonction, en fait. Hein? Ben, c'est ça. Et c'était très souhaité, au fond, par le gouvernement Trudeau parce que c'était compliqué de le démettre. Il fallait passer par le Sénat, c'était tout un processus. En principe, ce poste-là est inamovible et comme tu l'as si bien dit, on avait découvert des gazouillis et d'autres déclarations aussi de M. Dattani. Donc, les tweets, c'était sous le nom de Moudjahid Dattani, mais il avait aussi participé à des panels, des trucs comme ça. Et à partir de tout ça, on jugeait qu'il avait par le passé montré des positions très, très sinon anti-israélienne, à tout le moins pro-palestinienne ou un heureux mélange des deux, là. Je vais pas revenir sur chacune de ces déclarations, mais la soupe était chaude pour lui et il démissionne finalement. Et ce que tout ça nous rappelle, encore une fois, c'est qu'à Ottawa, à l'ère Trudeau, semble-t-il, à l'ère du gouvernement le plus woke de la planète, on confond parfois le principe de la défense des droits de la personne avec le lobbyisme pour certaines causes, hein, souvent les mêmes d'ailleurs, à caractère plutôt politico-religieux. Alors, voilà, est-ce que le prochain président nommé fera lui aussi l'objet d'une enquête bâclée sur son passé, hein? On fera comme si on n'avait rien vu. J'ai l'impression que cette fois-ci, on va être un peu plus prudent, parce que là, franchement, on est sous les projecteurs. Alors, fin du chapitre pour l'instant. M. Dattani n'est plus président de la Commission canadienne des droits de la personne. Le ministre a refusé, le ministre qui chapeaute tout ça, a refusé de dire si M. Dattani avait eu quelconque compensation, hein, une prime de départ. Quand on refuse de le dire, des fois, c'est un peu répondre à la question. Mais en tout cas, pour le moment, l'information n'est pas publique là-dessus. Mm-hmm. Non, mais c'est important ce que tu soulignes, c'est-à-dire que cette idée quand même, Commission canadienne des droits de la personne qui doit s'occuper notamment de plaintes là, pour des causes en lien avec de la discrimination et qui on nomme à ce moment-là, donc tout cet aspect aussi de militantisme versus de neutralité, alors qu'aujourd'hui, c'est ça aussi, hein, dans plusieurs endroits, on observe, on peut se dire, OK, est-ce qu'on est dans du militantisme ou est-ce qu'on est dans une protection véritablement de nos droits? Ça peut créer à tout le moins des interrogations dans le public et le fait, justement, je pense que c'est pour ça que c'est devenu un dossier très, très politique, très, très chaud. On se dit dans un contexte en plus en ébullition en ce moment à travers le monde, de créer une espèce de doute, se dire est-ce que la personne va être véritablement impartiale ou quoi que ce soit fondé ou pas. Le fait qu'il y avait ces doutes-là qui étaient pas généralisés, mais en fait qui étaient posés à tout le moins, avant même que la personne arrive en poste, on a vu vraiment à quel point c'était extrêmement délicat, en fait, là, cette question-là. Ben oui, des postes comme celui-là devraient, le premier prérequis devrait être de la capacité de montrer une image de neutralité, d'objectivité totale, pas juste partielle. Oui, autrefois, j'ai dit ceci, mais maintenant, Non, là, franchement, il y en a un poste comme celui-là. Mm-hmm. Il n'y en a pas 18, il n'y en a pas 32. Je pense qu'on peut chercher la perle rare. Ma foi, il doit s'en trouver, là, des gens qui n'ont pas un passé de militants, dans ce cas-ci,
en faveur Ça très semble contre. compliqué. Ça semble compliqué, en Ouais. effet, là, parce que c'est toutes les questions, des fois, des postes ou en lien avec des commissaires, pour de la On pense à lutte. Mme El Gawabi tout de suite, là. Oui, c'est Oui. ça. Donc, ça peut poser effectivement ces questions-là dans ce type de poste. Parlons maintenant du Parti libéral du Québec et cette idée de constitution. Toi aussi, ça te fait réagir? Ça, c'est fantastique. Oui, oui, je trouve qu'ils sont très divertissants, les libéraux, ces temps-ci. Je cherche les noms, alors, des deux coprésidents de la commission politique du PLQ. C'est Julie White et, bien sûr, Antoine Dionne Charret, qu'on connaît mieux, que tu connais toi aussi, puisque tu débats avec lui parfois à la télévision. Exact. Et c'est Antoine Dionne Charret, principalement, qui tient le discours le plus affirmé. Il propose une constitution du Québec, une constitution provinciale, il faut bien le dire, il ne s'agit pas du tout de la volonté de marquer un pas vers l'indépendance ou vers plus d'autonomie, pas du tout. C'est une constitution provinciale qui respecterait parfaitement le cadre canadien, voire même qui le renforcerait d'une certaine façon. C'est ce qu'on peut imaginer si le Québec réaffirme à travers sa constitution qu'il est une province comme une autre dans le Canada, par exemple. Alors, il y a une province... Bien, sur les éléments aussi de la dérogation, parce que c'est un enjeu aussi, par exemple, dans le cas de la loi 21, puis sur cette possibilité, justement, avec la possibilité de dérogation, qui fait en sorte qu'on peut aller justement avec la loi 21 et l'appliquer. Si finalement, ça pose aussi cette question-là en disant, oui, mais si on contrevient à la possibilité de certains citoyens, par exemple, de porter des signes religieux, si on considère que ça va trop loin, que ça brime des droits individuels, il y a donc une possibilité de dire, non, sur la dérogation, on ne devrait pas, ou en fait, ça devrait être encore plus encadré. Du côté du Parti libéral, on sait qu'ils sont contre la loi 21 particulièrement. Ils disent, oui, on est pour la laïcité, mais non pour la loi 21. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu mets à ce moment-là dans cette fameuse constitution? Tu mets la loi, tu mets la laïcité, mais en même temps, tu dis non à la dérogation ou enfin sous vraiment des conditions très particulières. Oui, c'est vrai. Arrive. Quand on creuse un peu... Oui, provinciale. La Colombie-Britannique, c'est une constitution technique là, qui définit un peu le partage de comment le gouvernement fonctionne, et ainsi de suite. Mais là où ça devient intéressant chez Dionne Charret, c'est qu'il dit ceci, que cette constitution unirait les citoyens face au Parti québécois pour qui les immigrants et le Canada sont la source de tous les problèmes. Grosse démagogie ici, bien sûr, il faut le dire objectivement, mais aussi face à la CAQ et ses lois qui stigmatisent ceux qui parlent une autre langue que le français. Alors là, ce qu'on subodore, c'est un Trudeau père dans la philosophie, c'est-à-dire qu'il s'agirait d'enchasser dans cette constitution quoi, au fond? L'impossibilité peut-être de discuter quoi d'immigration, de remettre en cause les seuils. Est-ce que ça veut dire que il s'agit d'enchasser la Charte québécoise des droits et libertés pour en faire une sorte de loi presque divine pour être certain que plus jamais le PQ ou la CAQ n'arrive à proposer des politiques autonomistes? C'est ce que M. Charret est en train de dire. Alors, Dionne Charret, lorsqu'il parle d'exercice rassembleur, moi, j'écoute ces mots-là, et partant du principe que, aux dernières nouvelles, une assez vaste majorité de Québécois sont en faveur, par exemple, de la loi 21, ou des diverses mesures, voire même des diverses déclarations de François Legault sur les problèmes, le défi migratoire, ma foi, je ne sais pas qu'est-ce qui est rassembleur. Ici, j'ai l'impression que c'est plutôt un projet qui réaffirme le vrai rôle, le vrai programme du Parti libéral du Québec, qui est celui de défendre le Canada à l'intérieur du Québec, le Canada, le pouvoir canadien sur le pouvoir québécois. Et quand on dit que les libéraux, notamment à travers leur course à la chefferie actuelle, n'ont pas de programme, mais c'est pas tout à fait exact. Quand tu as des Coderre, des Rodriguez qui envisagent de se présenter, quand tu as M. Dionne Charret qui dit que le PQ blâme les immigrants, on comprend que le rôle et le programme du PLQ sont toujours bien définis. C'est de défendre la minorité anglophone, d'abord, du Québec. On appelle ça la minorité pour faire chic, là, mais c'est pas exactement le cas si on recule l'objectif un peu. Et puis, de défendre plus largement l'idée
de l'unité canadienne telle qu'elle se conçoit à l'extérieur du Québec, de défendre ça au Québec. C'est ça le rôle du Parti libéral et on sent qu'il est en train de se renouveler dans ce rôle, voyant la montée des péquistes. Je pense que tout ça ne laisse pas beaucoup de doute là, sur l'ADN réel de ce parti aujourd'hui. Et en terminant, tu voulais parler de la pénurie de professeurs, notamment, là, on parle par exemple dans des écoles montréalaises, de la réalité des écoles montréalaises. Oui, une réalité hallucinante dont on parle peu, ou on parle toujours avec des euphémismes ou en ayant l'air de ne pas trouver ça si grave que ça. Les jeunes libéraux, d'ailleurs, se sont inquiétés du fait que les écoles prétendument multiethniques de Montréal, en fait, deviennent homogènes parce que dans plusieurs écoles, une communauté ethnique en particulier domine lourdement et ce n'est pas la communauté francophone. Je te donne 2 ou 3 exemples qui datent de cet hiver parce qu'on avait publié cet hiver les données sociologiques des écoles montréalaises. Là. Il y a plus de 219 écoles, en fait, dans lesquelles plus de 50% des élèves sont nés à l'extérieur du Canada. Plus de 111 écoles à Montréal comptent 75% d'élèves nés à l'extérieur de Montréal, du Canada, pardon. Plus largement, 38% des élèves à Montréal sont de langue maternelle française. On voit un peu le portrait qui nous rappelle d'ailleurs les articles de Jean-François Lisée sur la marginalisation des élèves francophones dans les écoles de Montréal, ces élèves sont en train de devenir les KEBS. Alors, les jeunes libéraux, eux, s'inquiètent de ce que les francophones fuient vers les écoles privées. Alors, dans des collèges privés comme Notre-Dame, par exemple, ils sont 67-68% d'élèves avec dont la langue maternelle est le français, ce qui est une situation un peu plus normale, au fond. Ce qu'on constate, c'est que les parents francophones essaient de recréer une sorte de normalité culturelle pour leurs enfants en les envoyant dans des collèges privés. C'est ça qui est en train d'arriver. Alors, les jeunes libéraux, eux, semblent dire qu'il faut essayer de briser ce canal pour retourner tout le monde à l'école publique, mais ça ne saurait être une solution puisque de toute façon, au total, il n'y a même pas 40% des élèves de Montréal qui sont de langue maternelle française. Et tout ça, alors qu'il manque toujours 1000 profs pour la rentrée et qu'on prévoit 20 000 nouveaux élèves cette année. C'est pour le Québec en entier, mais on comprend que le chiffre montréalais sera plus des 3/4 de ça, là, voire presque la quasi-totalité. C'est un phénomène montréalais, cette submersion migratoire. Alors, à travers ce que disaient les jeunes libéraux en fin de semaine, parce qu'ils ont discuté de ce problème, comme je te le disais, on soulève un problème épineux auquel les libéraux n'ont pas de réponse et duquel on traite dans les médias avec, je trouve, une certaine légèreté. C'est quelque chose de très grave qui est en train d'arriver. C'est-à-dire que ça reste... La masse critique pour intégrer les nouveaux arrivants. Il y a des écoles là, qui sont à 100% à l'heure actuelle à Montréal, composées d'élèves issus de l'immigration, qui sont nés hors Canada. C'est quelque chose c'est très, très puissant comme mouvement et les francophones n'arrivent absolument plus à intégrer, à imposer leur culture. Ils sont plutôt les minorisés dans leurs propres écoles et ce sont eux qui cherchent à s'assimiler aux groupes dominants souvent dans ces écoles-là. Écoute, tu parles effectivement de la réalité des écoles montréalaises et quand tu parles, par exemple, de l'immigration, des vagues migratoires, on le sait que ça se retrouve souvent, c'est dans les grands centres. Hein, la convergence, si tu veux, ça devient dans les grands centres. Donc, Montréal accueille effectivement la plupart du temps, c'est ça, les nouveaux arrivants arrivent ici, mais tu poses cette question-là de l'intégration, notamment aussi pour l'apprentissage de la langue française. Et quand on parle d'intégration aussi, c'est d'avoir, on dit souvent d'avoir cette possibilité de se côtoyer. Quand on ne se côtoie plus, quand il n'y a plus de Québécois qui peuvent accueillir aussi des personnes qui viennent d'ailleurs, qu'il y a ce mélange-là, que justement on puisse parler en français ensemble, il y a un vrai enjeu. Ça n'existe plus. Non, c'est ça. Donc, s'il y a
il y a plus ou très, très peu de francophones dans certaines écoles à Montréal. Je suis d'accord avec toi, ça devrait pas être un sujet tabou, ça devrait être un sujet plutôt important et de se dire, OK, qu'est-ce qu'on fait? Comment on en est arrivé là? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation? On peut pas juste faire semblant que ça n'existe pas. Il y a une réalité sur le terrain aussi pour les professeurs, des enjeux. C'est ça, les enjeux de langue, enjeux d'intégration. Et il y a aussi la question aussi des locaux des écoles. Donc, tout ça et ce que tu mentionnes aussi qui est assez incroyable, cette idée de transfert donc du public au privé. C'est quand même assez troublant de se dire que finalement, parce que certains parents se disent, attends, l'environnement, il n'y a pas cet environnement notamment francophone, juste l'école de quartier, tu te rends là-bas. On est vraiment dans une situation là, assez, effectivement, qui évolue énormément à vitesse grand V. Et les professeurs sont aussi dans cette réalité et malheureusement, on voit parfois qu'ils sont un peu laissés à eux-mêmes. Ah oui, ils n'ont pas les moyens pour répondre à cette situation-là, absolument pas. Puis je termine en un mot en disant que tu pourrais avoir des chiffres comme ceux-là, par exemple, concernant l'anglais, langue maternelle à Toronto, dans certains quartiers. Oui. Sauf que Toronto et le Canada anglais ne sont pas du tout dans une situation où leur culture majoritaire est remise en cause ou fragilisée par un statut politique compliqué, par la démographie, ainsi de suite. Ça n'a rien à voir avec nous ici. Oui, le Alors, statut du français, déjà le statut du français en Amérique du Nord, le statut du français à Montréal et le statut du français dans certains quartiers de Montréal aussi, dans certaines écoles. C'est vrai que il y a quelque chose de cet ordre-là, là. C'est ça, exactement. Alors, pendant qu'on a ça qui défile sous nos yeux, certains s'amusent à se moquer de ceux qui prétendument adhéreraient aux thèses comme celle du grand remplacement. Je ne sais pas comment on appelle ce qui se passe à Montréal dans les écoles en ce moment, mais je pense qu'il y a une notion, oui, de remplacement ou de changement démographique fort. Non, moi, je pense que, si tu permets, je n'irai pas dans un concept comme ça parce que je pense que c'est complètement miné. Ça reflète pas la situation, mais c'est vrai qu'il y a un enjeu, comme tu dis. Tu sais, si tu regardes sur l'enjeu de la langue, de l'intégration, c'est un enjeu. Et effectivement, si dans certains quartiers montréalais, dans certaines zones, certaines écoles, il y a cette convergence-là, il y a cet échange-là c'est ça, il y a cet échange-là, comme tu dis, il y a cette francisation qui devient quand même un gros défi là, pour les professeurs. Qui ne se fait plus, en fait. Eh bien, Nick, merci pour aujourd'hui, puis on va se reparler demain. Avec plaisir. À demain, Karima. Salut.